Messieurs, dames, bonjour! Bonjour à tous, c'est incroyable et bienvenue dans le Small Talk, l'émission dans laquelle, contrairement... Mais non, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, on n'est pas du tout sur le Small Talk et pourtant vous êtes bien là sur la chaîne Twitch le Small Talk et je suis accompagné de Laurent. Laurent, comment ça va? Laurent, est-ce que je... Oh, excuse-moi, je mets... Mais tout va bien, Laurent, comment ça va? Eh ben écoute, moi ça va bien, je rentre de vacances, donc nickel, hein. Ce confinement magnifique, c'est pas vrai, c'est pas magnifique, mais comment tu vas gérer ça un petit peu, toi? Eh ben on va bien voir, je sais pas pour toi, mais pour les cours, l'année dernière j'ai su que c'était un enfer, donc cette année ça va pas être encore plus facile, donc écoute, on verra bien. Je pense qu'on va avoir pratiquement tous nos cours qui vont être en distanciel, on verra bien, Ouais. mais bon. Donc compliqué, mais c'est le cas de beaucoup de personnes, donc C'est ça. C'est ça, donc bah voilà. écoutez, on va faire comme on peut. Alors aujourd'hui, pourquoi on est là aujourd'hui? En fait, la dernière fois, dans le dernier Small Talk, le Small Talk numéro 7, qui est en fait une émission qui se produit normalement un jeudi sur deux sur Twitch, une émission dans laquelle on parle de technologie et aussi de jeux vidéo. Et bien dans cette émission, on avait décidé de parler un petit peu d'Hades et d'en faire une première description et tout ça. Mais en fait, Hades, c'est tellement bien, c'est tellement cool que c'était un petit peu frustrant de s'arrêter que là, en fait, de faire que ça. Alors, du coup, on a décidé de faire une petite émission supplémentaire dans laquelle, eh bien, on va aller un petit peu plus dans le détail de ce que c'est que ce jeu incroyable. N'est-ce pas, Laurent? Ouais. Combien d'heures il m'a bouffé bah écoute, Steam le dit et Steam le sait, j'ai 52 heures de jeu actuellement. Eh ben, je dois être à peu près pareil que toi. Je dois être à une cinquantaine d'heures, moi, sur Switch. Ouais, une cinquantaine d'heures passées en quelques semaines seulement, parce que le jeu, il est vraiment prenant, il est vraiment cool. Et il est Donc, sorti, il est sorti 24 septembre en plus. il est sorti en septembre dans sa version définitive, bien qu'il ne fût-ce, n'est-ce pas? Il est sorti en Early Access depuis 2018, déjà, mais c'était effectivement en septembre qu'il y a eu sa sortie définitive, avec voilà, tout le contenu qui va bien. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on voudrait. Moi je vais voir de mon côté, normalement tout devrait être parfait. C'est ça l'objectif. Aucun souci, nous dit Strupichen. Il y a un truc qui me fait plaisir, c'est Super. Strupichen, il a dû normalement recevoir une notification par mail et ça fait plaisir qu'il ait reçu la notification parce que j'ai absolument pas pubé sur C'est beau. sur des comptes, etc. Donc, Non, mais ça fait zizir. On va être dans un petit comité un petit peu sympa. Ça fait plaisir de vous avoir. Denevia aussi qui nous dit que le son est très très bien. Donc franchement, ça fait super plaisir de vous avoir, messieurs, dames. Et donc, là, j'ai commencé par expliquer pourquoi on allait rediscuter d'Hades, parce qu'on était frustré de ne pas en avoir parlé plus dans le Small Talk précédent. Et maintenant, il me semble qu'il y a une étape un petit peu obligatoire, c'est de dire, Hades, c'est quoi, en fait, tout simplement. Eh bien, Hades, c'est un jeu en roguelite, donc qui était en accès anticipé depuis 2018, et qui est aujourd'hui disponible sur PC et Nintendo Switch pour quelque chose entre 15€ et 25€. Et donc, c'est un jeu de Supergiant Games. Donc, Supergiant Games, vous les connaissez peut-être. Parce que ce sont ceux qui ont fait Bastion, Transistor et Pyre. Et Pyre, pardon. Bastion et Transistor étant assez connus dans le monde du jeu indé. Et donc, c'est des gens qui pèsent un petit peu dans le game du jeu indé, n'est-ce pas? Ouais, je t'avoue que j'ai regardé beaucoup de gameplay de Mister MV, Mister MV justement qui justement adore Supergiant Games. Et j'ai pu regarder vite fait Bastion. C'est pour ça que je connaissais vite fait, je connaissais un petit peu la DA. Et c'est pour ça que j'ai essayé de t'en parler la dernière fois, mais c'est vrai que c'était un peu court dans un seul épisode de Small Talk de parler de toutes les choses bien qu'ont fait Supergiant Games. Mais Bastion, j'avoue que j'avais adoré, mais adoré regarder et pas forcément. Et je sais pas si forcément j'adorerais y jouer, tu vois. Et les autres jeux, connais absolument pas. Et Hades, par contre, ça fait un long moment que je vois des streamers y jouer de leur côté. Et ça fait un long moment que je me dis,
mais ce jeu a l'air d'être incroyable et la version définitive a fait que, tu vois. Nice. Je me permets de redemander pour le son parce que j'ai rajouté de la musique en fond et malheureusement j'ai pas la possibilité de vérifier le volume de cette musique. Est-ce qu'elle est trop forte par rapport à nos voix? Est-ce qu'elle est trop forte par rapport à la voix de Laurent? C'est surtout ça que je me demande. Normalement ça devrait bien se passer. En tout cas ouais, bah t'as tout à fait raison Laurent, franchement c'est un studio qui pèse et qui a montré en fait que souvent, en fait leur point fort c'est comme ils sont une petite équipe et qu'ils ont une vision artistique très forte, et bien en fait ils réussissent à faire en sorte que tous les éléments du jeu aillent dans la direction de leur choix artistique en fait. Par exemple ici dans Hades, ça empiète pas sur vos voix donc ça va, super, merci beaucoup Strupichen. Et en fait dans Hades effectivement on a une interprétation de la mythologie grecque très très libre, et en fait finalement on se rend compte que ce choix de l'interprétation de la mythologie grecque avec les enfers desquels Zagreus, notre personnage, doit s'échapper, bah en fait c'est hyper bien fait dans le gameplay, parce que effectivement on est sur un jeu, on va dire à run, un peu comme voilà, FTL, Into the Breach, Dead Cells et tout ça, où quand on va mourir on recommence à zéro, mais avec des petites améliorations au fur et à mesure. Et du coup finalement ce personnage qui semble voilà, coincé dans les enfers malgré tous ses efforts et qui doit échouer et recommencer et qui est finalement immortel, puisque à chaque fois qu'il meurt bah, il peut avoir un nouvel essai, et ben on voit que ces éléments ils rentrent dans la narration qu'a voulu proposer Supergiant Games. Et ça c'est vraiment, ça fait partie de la patte Supergiant Games, et il y a plein de choses qui rentrent dans cette direction là et qu'on va voir par la suite. Qu'est-ce que t'as pensé ça de Laurent, toi, de l'utilisation de la réinterprétation, on va dire, de l'utilisation de la mythologie grecque? Bah, j'avoue que, en fait, je sais pas pour toi, mais moi, la mythologie grecque, c'est probablement la mythologie qui me passionne le plus. Enfin, de toutes les mythologies, on va dire. La mythologie égyptienne étant très intéressante, mais un petit peu bizarre. La mythologie romaine, on a toujours l'impression que c'est un peu la version discount de la version de la mythologie grecque. Donc, en récupérant la mythologie grecque, c'est un peu toujours celle qui est la plus intéressante, avec tous ces héros, etc., tous ces dieux qui font des trucs un petit peu bizarres, de se transformer en taureau pour aller conquérir une humaine, enfin, etc. Et en fait, les représentations... En fait, quand je vois les personnages et les dieux... Dans Hades, tu veux dire? Dans Hades, pour l'instant, tu vois. C'est que, tu sais, représenter des dieux, on en a vu sur des amphores, on a vu qu'on était petits sur des livres, etc. Dans des statues, dans les musées. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que, bah, en fait, les persos, enfin, je vais appeler ça des persos, même si en fait c'est un petit peu désacraliser les dieux, mais c'est pour dire, ouais, les bouffes là qui sont là-bas. Mais les persos dans le jeu, les dieux dans le jeu, en fait, j'ai vraiment l'impression de voir tel que je me les imaginais quand j'étudiais la mythologie, ou que t'as des cours sur la mythologie grecque. C'est vraiment la représentation que je me faisais, par exemple je pense les deux plus caractéristiques, ça doit être probablement Dionysos et Zeus. Zeus étant le vieux barbu qui a fait sa bosse, le sage, qui est quand même, qui sait être dur, mais qui sait être, qui est assez orgueilleux, qui est très orgueilleux aussi. En fait, si je peux résumer un peu, si je peux résumer un peu ce que tu dis, qui est super intéressant, c'est que, en fait, on dirait qu'ils ont vraiment digéré, qu'ils connaissent. On sent qu'ils connaissent parfaitement la mythologie qu'ils ont décidé de travailler, et pour autant ils ont voulu apporter une patte de modernité, une patte d'imagination en fait. Par exemple, sur ce que tu disais sur Zeus par exemple, voilà, donc il tient un éclair à la main, il a des beaux cheveux blonds, mais on sent qu'il est relativement âgé, parce que c'est un giga daron, tu vois, et il a cet orgueil, ce charisme dans la voix. Et à côté, on peut le comparer par exemple à notre bro Dionysos. Dionysos, c'est vraiment, à chaque fois que tu le rencontres, il est là, hey Zach, mon pote, vas-y, prends ce breuvage, tu vas voir, ça va bien se passer, tu vois. C'est parce que Dionysos, le dieu de la fête, le dieu du vin, et donc ils ont digéré, on va dire, la mythologie de base,
et ils ont rajouté leur personnalité à eux, leur truc, qui fait qu'ils sont à la fois tout à fait reconnaissables, et à la fois, ils ont quelque chose d'unique et de vraiment intéressant à chaque fois, et d'assez rigolo. Je sais pas si ça résume ce que tu voulais dire. Si, ça résume bien ce que je voulais dire, mais en fait, quand tu dis modernité, ça sonne vraiment très bien, en fait, aussi avec Dionysos dans un sens. C'est que moi, je m'imaginais Dionysos comme ça, mais en fait, beaucoup des représentations de Dionysos se faisaient avec un homme assez enveloppé, assez, même, disons-le, carrément gros. Et en fait, là, ils ont fait carrément quelqu'un d'athlétique. Ouais. Pour quelqu'un qui est censé être le dieu un petit peu de tous les plaisirs, de tous les désirs, etc. C'est allé dans tous les sens. Bah, j'avoue que je m'attendais pas forcément à une représentation comme ça, même si dans ma tête, je pouvais l'avoir comme ça. Donc c'est assez innovant. Et je pense le plus marquant, c'est Arès, quoi. Arès, on l'a jamais vu, même de toutes les représentations que j'ai vues, j'ai jamais vu sans masque. Enfin, sans casque, je veux dire. Covid oblige, le masque est un peu trop présent. Mais sans casque. Et là, j'avoue que je pense que c'est probablement le personnage sur lequel ils ont peut-être le plus innové. C'est sur Arès, quoi. Parce que Arès, il a un physique à la fois athlétique, mais tu sens qu'il est très agile, mais en même temps, tu sais qu'il a bourlingué à travers toutes les guerres de tout. Enfin, je sais pas. En fait, pour revenir sur ce que tu disais, je trouve qu'il y a une émotion qui paraît à travers les personnages, sur 2 ou 3 attraits. Arès avec l'épée qui la tient comme ça, etc. Zeus avec la barbe, les cheveux et l'éclair qui tient pour montrer un petit peu une prestance. En fait, ils ont vraiment réussi à digérer tous les personnages. Ils ont réussi à comprendre quelles étaient vraiment pas forcément les forces et les faiblesses de chacun des dieux, mais vraiment savoir quels étaient les atouts et les attraits qu'il fallait peut-être développer. Et je sais pas si ça rejoint sur ce que tu dis, mais enfin, que ça soit en dessin. En fait, ils auraient été en dessin uniquement ou en animé, ou animé avec des personnages à côté. Je trouve qu'ils sont toujours aussi charismatiques. Je sais pas pour toi, mais même un dessin fixe, parce qu'on n'a pas de dessin qui bouge on n'a pas de dessin qui bouge en fait. On a un seul dessin qui arrive et qui est là. Ouais. Et ben, je trouve que ça suffit. Il n'y a pas d'animation, quoi. Il n'y a pas d'animation pour les dieux, parce que peut-être pour ceux qui connaissent peut-être pas trop Hadès, être un peu plus... on va reprendre le truc de manière un tout petit peu plus précise. Donc comme je l'ai dit, c'est un jeu dans lequel on recommence à chaque fois du début. En fait, notre personnage Zagreus est le fils d'Hadès, le dieu des morts, et Zagreus il cherche à s'enfuir des enfers. Il veut quelque chose, qu'on va pas forcément dire, en tout cas pas tout de suite. Il veut quelque chose, et pour ça, il doit sortir des enfers. Et le problème, c'est que c'est très dur de sortir des enfers, donc à chaque fois, il meurt et il doit recommencer. Donc déjà, en fait, ta quête, en soi, elle ressemble déjà à de la mythologie, c'est ça qui est intéressant. Et donc, comment on rencontre les divinités ? Eh bien, en fait, les divinités de l'Olympe, qui sont pourtant des ennemis d'Hadès, cherchent à l'aider à s'enfuir. Elles cherchent à l'aider à s'en sortir, et donc, en fait, elles t'envoient des messages. Et donc on les entend discuter une petite phrase ou deux, et elle te donne un bienfait, un bonus, qui va s'appliquer par exemple sur l'une de tes différentes attaques, ou alors qui va être un nouveau sort complètement. Et c'est là qu'on va découvrir leur personnalité, et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un nouveau point sur lequel on peut discuter, c'est qu'en fait leur personnalité, leur dialogue évolue au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure de tes essais, et au fur et à mesure de comment toi tu fais avancer ta relation avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu dating sim, quoi. C'est-à-dire que tu peux pousser ta relation avec eux, ce qui va changer les textes de ces personnages-là. T'en as pensé quoi, toi, de cette partie-là ? De la partie quoi ? De la partie relation ? De l'évolution, en fait, des dialogues. Comment t'as trouvé l'évolution, en fait, des dialogues et l'écriture, en fait, de ces personnages ? Alors, pour être un petit peu plus général, est-ce que tu veux parler vraiment... Est-ce que là on parle encore des Grecs, enfin des Grecs, des dieux, ou alors est-ce qu'on parle de manière générale de l'évolution des dialogues et des relations avec les personnages ? Bah c'est vrai que là je partais principalement des divinités, mais effectivement c'est un truc qui se retrouve avec quasiment tous les personnages du jeu, c'est qu'ils ont vraiment des relations organiques avec le personnage, parce que on y croit, quoi. Les dialogues, on y croit. Donc ouais, comme tu veux, tu peux parler des divinités ou tu peux parler des autres personnages, vu que c'est un petit peu pareil quand même en termes de traitement. Mais vas-y. Parce que, voilà, en gros, j'avoue que les dialogues avec les divinités, tu vas me dire si toi aussi, et je te demanderai après ton avis, parce que c'est aussi intéressant de comment toi t'as joué, mais
moi j'avoue que les dialogues avec les divinités, c'est pas ceux qui m'ont le plus passionné. Parce que je vois deux choses. En fait, je vois la phase où t'as fini ta run, et tu vas aller faire un petit peu les dialogues avec les autres, et tu sens qu'il y a vraiment une réelle avance de l'histoire. Et il y a le moment où t'es dans ta run. Et le moment où t'es dans ta run, moi je suis focus, j'ai la musique, j'ai ma musique, j'ai mon truc, j'ai un seul objectif, c'est d'aller en haut et d'aller mettre une fessée au daron, tu vois. Je vois. C'est le seul objectif que j'ai. Donc j'avoue que les dialogues avec les divinités, c'est... À part peut-être Hermès, qui peut-être on pourra le dire après, mais Hermès est vraiment hilarant. Je le trouve assez drôle, ouais, il est sympa. Parce que bon, pour ceux qui savent, on a un prof qui parle à peu près à la même vitesse que Hermès quand il parle. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'il parle, j'ai une petite larme qui arrive et je me dis ah c'est vrai qu'on a ça comme prof. Et je continue après ma run. Mais j'avoue que les dialogues avec les divinités, et en fait quels que soient les autres personnages que tu croises dans la run en fait, hein. De manière générale, la dernière fois toi t'as fait une musique, c'était qui, de Orphée, non? C'est ça. Effectivement, voilà. À la limite, tu sais quoi Laurent, je vais juste, parce que pour l'instant j'ai parlé de l'aspect run, mais effectivement quand on termine une run, on se retrouve dans la maison des enfers et on peut discuter avec tous les habitants de la maison des enfers, et effectivement au fur et à mesure on voit l'évolution de nos relations avec ces personnages, et en plus ce que disent les personnages dépend vraiment de ce qu'on fait. Et dépend de ta run en fait. Et dépend de ta run. Dépend de là où t'as avancé, quoi. Dépend de là où t'es mort, dépend aussi de... Parce que tu peux faire des achats, des rénovations, et effectivement, ce qu'ils vont te dire dépend vraiment de ces trucs-là, et du coup, en fait, les dialogues... Enfin, dans un roguelite normal, ce qui te donne envie d'avancer, c'est le fait que tu veux voir la fin, c'est que tu veux voir la progression pendant les runs, et le fait que tu veux voir ta progression... que ce soit ta progression en termes de talent, toi-même, en tant que joueur, ou alors la progression de ton personnage. Et là, il rajoute une motivation qui fait que même les gens qui sont pas fans de roguelite peuvent accrocher. Il te rajoute la motivation de l'avancée des dialogues et de l'avancée de tes relations entre les personnages, qui fait que limite t'as presque envie de perdre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu perds, t'es pas dégoûté. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon cas. J'étais pas dégoûté, j'étais content de voir comment ça allait faire avancer le scénario autour. Tu veux dire pour... Bah dans Hades, c'est-à-dire que tu vois ta motivation à continuer, parce que tu sais dans un roguelite, voilà, tu perds, tu recommences à zéro, quoi, donc ta motivation ça peut être chaud. Et ben là en fait cet aspect-là te donne une envie de plus, de te dire quand tu meurs, tu te dis c'est pas grave, parce que je vais pouvoir discuter avec machin, qu'est-ce qu'il va me dire la fois d'après tel personnage, est-ce que l'histoire avec Orphée ça va se régler, ce genre, tu vois ce que je veux dire, je pense. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, et même pour revenir sur un petit truc que tu disais avant, c'est totalement en lien, c'est-à-dire que même plus que l'envie de perdre pour que l'histoire avance, je faisais pas exprès au début d'être nul, mais on va dire dans les 15 premières runs, j'étais très mauvais, c'est-à-dire que j'ai pas dû dépasser le 2e étage, tu vois. Ok. Et ben, dans ces 15 premières runs-là, et c'était assez dramatique, c'est-à-dire que tous les personnages qui étaient dans la maison des enfers étaient en train de me dire... j'ai même eu une discussion entre deux personnages, parce que oui, au-delà de pouvoir discuter avec les personnages entre eux peuvent avoir des discussions, et tu peux interrompre ces discussions et écouter en fait aux portes. Et une des discussions avec ces deux personnages, ils disaient ah, tu penses qu'il va y arriver, parce que là il a l'air vraiment d'être un espoir mort, j'ai quand même beaucoup misé en lui, ce serait quand même bête qu'il réussisse pas. Et en fait ils étaient tous au fil des runs en train de me tracher comme ça, tu vois. Ouais. Et j'étais vraiment en mode ah non mais ah ouais, donc faut vraiment que j'avance dans le jeu, parce que là l'histoire elle est littéralement en train de me dire t'es nul. Donc mais et en fait dans un autre sens, en tout cas avec un personnage en particulier, parce que je pense que je l'adore ce personnage, et ben des fois des runs tu sais qui se passent pas très bien, en fait j'ai juste envie de l'abandonner pour que je puisse avoir une chance de voir ce personnage là en question et de pouvoir faire avancer le truc, tu vois. Donc ouais, je te rejoins totalement sur le truc de ce qui se passe dans la run est intéressant et important et très cool, et ce qui se passe dans la maison est tout aussi important et très cool, et les deux te donnent envie, et les deux coexistent et te donnent envie de continuer le jeu. C'est assez impressionnant. Non mais effectivement, moi il y a beaucoup de roguelite perso, moi je suis pas un... Toi tu m'avais dit que t'étais un gros joueur de roguelite et roguelike, moi c'est pas trop mon cas. Genre Rogue Legacy ça m'a vraiment tombé des mains assez rapidement,
FTL, j'ai kiffé par contre. Mais en fait, tout ce qui te demande vraiment une progression de ton talent trop importante, moi je finis par lâcher l'affaire. Même Dead Cells, au bout de 15 heures de jeu, je l'ai quand même fini une fois. Enfin, j'ai fini, on va dire, le boss de niveau 1, on va dire. Parce que Dead Cells, faut le refaire, faut le réussir plusieurs fois. Enfin, ceux qui jouent à Dead Cells me comprendront, je pense. Mais là, ouais, Hades, je pense, il y a plusieurs choses qui m'ont accroché, mais effectivement, ces dialogues-là... Et puis en plus, ils sont doublés avec une maestria assez incroyable. Je pense qu'on peut parler un peu de l'aspect sonore du jeu. Darren Korb. Donc Darren Korb, c'est qui? C'est l'audio director de Supergiant Games. Donc le mec... Donc ça veut dire qu'en fait, le mec, il compose les musiques. Il joue les musiques. Il chante sur certains morceaux, les musiques. Il double 4 personnages, je crois, dans Hades. Et c'est lui aussi qui enregistre. Il double. Alors je sais qu'il double Zagreus et qu'il double Skelly, d'ailleurs, qui sont les 2 personnages qu'on peut voir à l'écran maintenant, pour ceux qui sont là. Il double Skelly et il double d'autres personnages, je me souviens plus. Et en plus, donc, il s'occupe de ça et il s'occupe aussi de la direction des autres acteurs. C'est-à-dire que c'est lui qui enregistre les acteurs pour les autres doublages. Et c'est lui qui fait le traitement sur les voix, et c'est lui qui a fait les sound effects. Enfin, le mec est ma boule, et à ce niveau-là, tout l'aspect sonore du jeu est une grande réussite. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, en fait, la dernière fois, tu sais, je te disais que je jouais avec mes musiques, et que oui, c'est vrai. Les musiques du jeu font un peu osef, et que je joue avec mes musiques. Et ben, la deuxième fois que j'ai fini le jeu, du coup, ouais. Et ben, je l'ai fait uniquement avec les musiques du jeu. Et je dois avouer que j'ai peut-être un peu trop craché sur la musique, même si ça veut pas dire, attention. Hugo, ouais, alors attends, parce que t'avais, enfin moi je t'avais pas entendu cracher sur la musique, c'est juste que tu préférais jouer avec tes musiques à toi. Oui, mais là oui, donc là ce que je veux dire c'est que j'ai adoré écouter les musiques et les musiques du jeu, et j'étais vraiment pris en plein dedans et je comprenais totalement ce que tu disais de les musiques quand elles sont bien faites, quand elles sont bien orchestrées, quand tu sens qu'il y a une nouvelle pression. On va pas non plus spoiler pour les boss, mais il y a des boss qui ont plusieurs phases, et en fonction de certaines phases, même sans parler du boss final, etc., juste ils ont des petites phases où ils deviennent un petit peu plus forts, et ben ces phases où ils deviennent un petit peu plus forts, la musique change de tempo, tu sais que tu arrives à quelque chose, quand et là je le voyais vraiment, quand tu débloquais un de tes pouvoirs, tu débloques un de tes pouvoirs, t'as tout qui s'excite sur l'écran, et en fait, le son est absolument parfait, exquis. J'arriverai pas à trouver assez de mélioratifs pour parler du son. On a un peu l'impression qu'on est en train de prêcher un truc, mais c'est vraiment... J'avoue qu'en tant que joueur de roguelite, j'ai pris une énorme claque, même au niveau du son, quoi. En fait, on y rejoint, t'avais peut-être... Enfin, en fait, t'avais dû prendre la claque originale, puis t'étais passé sur ta musique, et là, en redonnant un essai, on va dire, à la musique, t'as repris une claque auditive. Une claque auditive, parce qu'au final, les bruitages, les sons, quand tu cours, quand tu attaques, quand tu fais des jolis combos, etc. Enfin, en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir un jeu de rythme. Je sais pas si tu connais je t'avais vu jouer à une autre version, mais Crypt of the Necrodancer. Oui. Moi, j'ai joué à Cadence of Hyrule, qui est le spin-off, on va dire, de Crypt of the Necrodancer dans l'univers de The Legend of Zelda. Ok, bah du coup, tu connais un petit peu ce principe de rythme et de roguelite où tu avances, tu refais, etc. Tu fais des trucs, bon, peut-être pas avec Zelda, mais on va dire, Crypt of the Necrodancer, c'est vraiment l'archétype même du roguelite avec le rythme, et si tu dois jouer avec le rythme. Oui, peut-être juste pour expliquer, effectivement, chaque action dans Crypt of the Necrodancer, chaque action, chaque mouvement doit être fait en rythme, ou sinon le jeu il te dit non, c'est nul. Donc il faut vraiment être dans la pulsation du jeu et dans le rythme de la musique. Tu peux pas jouer avec ta propre musique, ça paraît assez invraisemblable. Ça paraît assez vraisemblable, et même de base, juste pour revenir là-dessus, après on fermera la parenthèse avec Crypt of the Necrodancer. Mais plus tu fais des choses en rythme, plus le jeu te dit continue, en fait. Et te oui, tu peux comboter, ouais.
Ouais, tu peux comboter. Mais juste pour revenir là-dessus, en fait, le parallèle avec le jeu, là, avec Crypto Necrodancer, même si au final les gameplays sont très différents et c'est totalement différent comme terme de gameplay, mais c'est que quand tu fais les musiques, quand tu fais tes actions, quand tu tapes, en fait, t'as pas l'impression de faire un truc random avec la musique. Je sais pas si toi aussi t'as eu ce truc-là de tu lances un bouclier, enfin, moi je suis gros joueur de bouclier, tu lances le bouclier, il ricoche à un endroit, bah en fait, t'as toujours l'impression qu'au moment où il ricoche avec quelque chose, ça t'entends un espèce de rythme intermédiaire qui est pas, c'est pas sonore. Ouais. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais genre en fait toutes les actions que tu fais, même des trucs où tu te dis tiens je le balance et c'est random, et ben en fait ça rend bien avec la musique. C'est un truc assez ouf. Je sais pas si ça va jusque là, mais en tout cas les sound effects, on sent que vu que c'est la même personne en fait qui a fait les sound effects et qui a fait la musique, c'est clair qu'il y a une bonne harmonie de ça en fait. Les sound effects ils sonnent bien dans les musiques et ils se marient bien dans les musiques, et en plus l'intensité de la musique change en fonction de l'intensité de ce qui se passe à l'écran. Ça c'est bien vrai. T'allais dire quoi? Non, j'allais juste dire que la musique est, enfin voilà, juste pour revenir là-dessus et pour clore un petit peu ce truc des musiques, mais même de manière générale avec les sons, c'est, tu disais une deuxième claque, bah ouais, en vrai ouais, c'est un peu le cas. Tu fais ta run, t'es concentré dedans, t'es peut-être un peu frustré, etc. parce qu'il y a des trucs que t'aurais pu mieux faire. Mais au final, la musique, elle est là, elle est entraînante, et en fait, c'est ça, en fait, c'est genre limite, on va dire 20 à 30% du jeu, c'est les musiques, quoi. Et derrière, après, c'est ton gameplay, mais... Bah, je sais pas si c'est un pourcentage du jeu. Pour moi, c'est vraiment des choses qui vont bien ensemble et qui permettent vraiment de donner un truc cohérent, un truc qui marche. Mais d'ailleurs, pour parler des musiques, un truc... que j'ai oublié, que j'ai omis de parler dans la dernière émission, c'est qu'en fait, voilà, dans un jeu, quand t'as de la musique, par exemple, t'as de la musique... Hollow Warp qui nous dit « La musique devient un élément du gameplay et non plus seulement un son qui accompagne l'expérience ». Je suis assez d'accord avec ça, même si... Ouais, c'est ce que tu voulais dire, mais c'est plus en termes de l'émotion, enfin de l'état de concentration et de stress, on va dire, que ça met le joueur, parce qu'en vérité, c'est pas une vraie aide au gameplay, la musique. Mais par contre, elle te met dans un état, on va dire, elle manipule tes émotions pour que tu sois dans la meilleure performance possible, pour que ça marche bien. Et moi, ce que je voulais dire sur la musique, c'est que, tu sais, dans un jeu classique, par exemple Skyrim, t'es en exploration, il y a une musique d'exploration, et quand il y a un combat, la musique d'exploration diminue, et la musique de combat commence. C'est la manière classique de voir la musique dans les jeux. Dans Hades, on va 2 niveaux plus loin. Déjà parce que la musique d'exploration est en fait la même que la musique de combat, mais avec une instrumentation différente, avec... les instruments sont joués différemment. Par exemple, les instruments vont être joués piano, joués faiblement au lieu d'être joués à fond pendant la musique de combat. Donc ça, c'est le premier niveau qui fait que ça va au-dessus, par exemple, d'un jeu classique. Et le deuxième niveau, c'est qu'en fait, quand il y a la transition entre les deux musiques, parce que parfois, quand on change de salle, il y a vraiment un changement de musique, par exemple, et ben, la musique se termine sur une cadence. En fait, la musique, elle se termine jamais en fondu. Tu vois, elle disparaît jamais lentement. En fait, elle se termine vraiment sur une cadence. C'est-à-dire que, quel que soit le moment où la musique se termine, la musique va se terminer de manière logique, comme le ferait un vrai morceau de musique. Il y a toujours un vrai outro. Tous ceux qui sont là dans le chat et qui jouent à Hades, vous ferez attention à ça la prochaine fois que vous jouerez. La musique, elle s'arrête toujours comme il faut. Il y a une petite cadence, un petit accord de guitare qui finit correctement le morceau. Ouais, et pareil pour les débuts de morceaux aussi. C'est ça qui est... c'est vraiment... ce truc-là, ce genre de détail qui est là partout dans le jeu, que ce soit dans la musique ou dans l'aspect visuel ou dans les dialogues, ce genre de détail élève le jeu à un autre niveau, je trouve. Bah, c'est clairement ce que tu disais avec les accords qui finissent... C'est en général, tu finis ton boss, t'as une note longue de guitare, un accord long de guitare qui finit et qui fait en outro le boss. Et ouais, non, rien d'autre à dire. Hein. C'est du très très bon travail et tu es du... Qui suis-je pour juger? C'est du très très bon travail. Bien vu, ça, un petit 7 sur 1. Non, franchement, les gars, je vous mets 7 sur 10. Vraiment, je vous mets 7 sur 10 et en encouragement et bien joué pour la suite. Encouragement. Encouragement, mais non, enfin, je suis personne pour juger. Le jeu probablement va avoir son GOTY qu'il mériterait, mais c'est pas sûr. Mais non, enfin,
c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais effectivement, je pense qu'on n'a jamais eu un aussi bon candidat au GOTY au niveau du jeu indépendant, quoi. Il y avait peut-être à la limite, Binding of Isaac qui avait peut-être. Je crois que Binding of Isaac, si tu veux, dans la sphère, on va dire classique des Game Awards et tout ça, Binding of Isaac, il en était pas au point d'être élu jeu de l'année. Je sais qu'il y avait Inside qui était pas loin, il y a Celeste qui était dans les 6 premiers, mais sur une année extrêmement stack. Donc il y a eu des jeux comme ça qui se sont des jeux indés qui se sont élevés vraiment à de très haut niveau, même on va dire dans la sphère un petit peu conventionnelle des Game Awards et tout ça. Mais là, effectivement, je trouve que c'est celui qui a le plus de chance parce que il a pas de trucs qui te font dire ah ouais c'est un jeu indé. Ouais c'est vrai, j'avais oublié, c'est un jeu indé. Tu vois ce que je veux dire, Laurent? Genre il fait pas il fait pas lire certains gros AAA qui sont sortis cette année, quoi. Parce qu'il y a un niveau de finition qui est vraiment incroyable, quoi. En fait il dit que enfin, je sais pas si tu le ressens comme ça ou quoi, mais les gros AAA qui ont pu sortir cette année, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont sortis, mais il y en a quelques-uns quand même. Mais enfin là ce jeu-là, il est carrément en train de les pointer du doigt pour dire les gars, finissez vos jeux, quoi. Là, ceux qui sont dans le chat, parce qu'on peut parler un petit peu Game of the Year quelques temps, ceux qui sont dans le chat, là, vous pouvez peut-être m'aider, mais bon, cette année, il y a quand même eu Resident Evil 3, il y a eu Doom Eternal, Animal Crossing, il y a quand même quelques jeux, puis il y a Cyberpunk qui arrive, il y a eu Ghost of Tsushima aussi, qui va être pas mal kiffé, enfin qui a été pas mal apprécié par les joueurs. Il y a Assassin's Creed Valhalla, qui n'est pas sorti. En 2020 aussi. Qui sort en 2020 et qui pourrait... Déjà, il y a Cyberpunk aussi. Il y a Cyberpunk, voilà, comme je le disais. Il y a Hyrule Warriors, bon, je sais pas si ce sera un prétendant, mais le Hyrule Warriors dans l'univers de Zelda, qui a l'air d'être vraiment pas dégueulasse. Donc effectivement, Hades, c'est quand même une année où il a des bonnes chances d'être jeu de l'année, et pour moi, il le mériterait. En fait, je pense que ça dépend vraiment surtout de ce que donne Cyberpunk. Ah bah non, il n'y a pas Cyberpunk. Je viens de penser à ça. Parce qu'en fait, il est décalé au 10 décembre, et du coup, il ne sera pas dans la liste pour les Game Awards de cette année. Il sera jugé... Ah, il y a The Last of Us 2 aussi, merci Holo, merci beaucoup. Mais effectivement... Non, effectivement, j'ai vu le tweet de Geoff, je sais plus comment il s'appelle, le monsieur qui anime les Game Awards, mais effectivement, ce sera pour l'année prochaine. Ce sera pour l'année prochaine, pour Cyberpunk 2077, parce qu'il sort trop tard dans l'année, il a été encore repoussé au 10 décembre, il sort trop tard dans l'année, et du coup, c'est comme Smash Bros en 2018 qui était pas dans les Game Awards, tu vois. Donc ça se trouve, il va être complètement oublié en plus, parce que les jeux qui finissent en décembre, en général, ils sont un peu oubliés l'année d'après. Donc si ça se trouve, il sera pas du tout jeu de l'année. Et surtout, il y a God of War qui arrive en 2021, donc bon... Il y a God of War qui arrive en 2021. Il y a God of War Ragnarok, donc il y a des chances assez quand même réduites que Cyberpunk ait le Game of the Year. Mais ça se trouve Demon's Souls aussi, peut-être. Ouais, peut-être. Après, Demon's Souls qui sort là en novembre, il me semble. C'est un remake, tu sais, c'est un jeu From Software. Oui. Mais je suis pas sûr. J'ai vu le jeu, il a l'air vraiment, il a l'air assez incroyable. Très beau. Mais donc voilà, donc Hades, une bonne chance d'être un GOTY, Moi, je pense qu'il a, en fait, ouais, je sais pas. J'ai vu vite fait les releases qu'il y a eu, hein, mais enfin, The Last of Us 2, est-ce que tu peux vraiment... Bah The Last of Us 2 quand même c'est un jeu qui a divisé un peu, mais voilà, c'est quand même qui a été quand même assez apprécié par la communauté, et qui a un niveau de finition, un niveau de polish assez incroyable que j'ai pas pu faire moi-même. Même Ghost of Tsushima, hein, franchement, c'est un jeu qui a été adoré par la majorité des joueurs qui ont joué. Même si j'ai l'impression que c'est pas... Alors j'y ai pas joué non plus, j'ai l'impression que c'est pas hyper original, mais disons que voilà, 2020 franchement c'est pas une année dégueulasse en termes de jeux vidéo, donc si Hades gagnait, ce serait pas volé quoi, ce serait pas en mode ah ouais mais c'était une année où il y avait rien, tu vois. Non, pas du tout quoi. C'est un peu ça quoi. Mais après tu vois, est-ce que je me dis, parce que
il y a aussi eu FF7 Remake qui est sorti. C'est vrai, FF7 Remake que j'ai totalement oublié. Effectivement. Mais tu vois, est-ce que des remakes, tu peux les mettre dans... Parce que là, on est en train de dériver sur les GOTY, mais c'est assez intéressant parce que au final, Hades est candidat en fait. Je veux dire, il est pas ridicule dans les candidats. Moi, je suis sûr qu'il sera dans le top 6 parce que tu sais, il y a 6 nominés. Je suis sûr qu'Hades sera dans le top 6. Moi, je pense aussi qu'il sera dans le top 6, mais tu vois, est-ce que les remakes, tu peux réellement les mettre dans un GOTY? Alors, en fait, le truc, c'est que le problème de FF7... Alors, Demon's Souls, je sais pas, parce que c'est vraiment un remake. Mais en fait, le truc, c'est que FF7 Remake, donc, on a remarqué, il y a remake dans le nom. En fait, c'est pas un remake, c'est un reboot. Donc, pour moi, FF7 Remake, c'est un nouveau jeu, quoi. Mais qui reprend l'esprit, qui reprend une partie du scénario. Mais FF7, c'est vraiment un nouveau jeu, et oui, il pourrait être GOTY, tu vois. Après, sa qualité, moi, je suis pas là pour la juger, parce que j'y ai pas joué non plus. Il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fait cette année. Mais clairement, FF7 Remake, il a beau s'appeler Remake, mais c'est un reboot. Donc c'est ça le truc, quoi. Donc pour moi, FF7, ouais, il pourrait être nominé tout à fait. Hein. Et oui, et oui. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est le 12 novembre pour... Demon's Souls. Pour Demon's Souls. Ouais, donc c'est le jour de la sortie de la PS5, si je me trompe pas. C'est un peu ça. C'est un jeu de lancement, en fait. Et attention, 80 balles. Ouais, non mais ça, personne l'aura à 80 €. Franchement, pour moi, je sais pas ce qui s'est passé sur leur histoire, mais... Enfin, je veux dire, là, j'avais vu une pub pour Call of Duty, PS5, que tu pouvais avoir à 45 €, tu vois. Ou 55 €, donc non, t'inquiète pas, les gens, ils vont pas payer 80 € pour les jeux PS5. Mais effectivement, c'est bizarre. C'est bizarre, peut-être qu'il y aura... Enfin, peut-être qu'il y aura quelques mamans qui vont se faire avoir dans certains magasins et qui vont payer 80 € et ce serait un peu triste. À voir. Peut-être que en fait ça coûtera bien 80 €. Est-ce qu'on est sur là je le vois Fnac, Amazon, Rakuten 79,99. Ah ouais. Ah bah peut-être que c'est toi qui as raison. Bah écoute, je pense qu'il faut voir comment ça va évoluer. Je pense qu'il faut voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'on revient un petit peu sur Hades? Revenons, voilà, mais c'est normal. Du coup, Hades, le contrôle du personnage, on a un dash, on a une attaque, on a un assaut qui se fait juste à la fin du dash, quand on fait un dash dans l'une des directions. Et on a aussi une technique qui dépend de chaque arme. Et on est d'accord que ce gameplay, avec finalement assez peu d'éléments, qui est assez facile, on va dire, c'est facile à jouer au départ, facile à apprendre. Il y a quand même une excellente profondeur et un dynamisme des combats qui est vraiment exceptionnel. Ça, je pense que vous pouvez le voir assez facilement avec le gameplay qu'on vous a montré. Même si là, c'est que du gameplay d'early game que j'ai chopé sur YouTube. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup à Nitpick, qui est youtubeur et qui fait des long plays. Et donc ouais, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce gameplay un petit peu là? Bah, c'était ce que je disais la dernière fois, en fait. Je disais que le gameplay, c'était vraiment le point sur lequel j'ai vraiment accroché, quoi. Parce que c'est un gameplay extrêmement dynamique, t'as que quelques boutons, mais comme je disais la dernière fois, t'as l'impression que quand tu touches tous tes boutons, t'as l'impression d'être un joueur e-sport. En tout cas, sur clavier souris, c'est vraiment l'impression que ça en fait. Sur manette... Même manette, hein. En vrai, très facilement, t'as l'impression d'être un génie, quoi. Mais en fait, c'était ça. Sur manette, j'avais l'impression d'être débile. Je connais des gens qui disaient que sur manette, ils avaient l'impression... Enfin, sur manette, c'était normal, et sur clavier souris, ils avaient l'impression d'être débile. Je trouve déjà, dans cette diversité de gameplay, avec tous les points positifs qu'on a pu lui vanter juste avant, bah, au final, avoir un gameplay qui est jouable sur deux terminaux totalement différents et tout aussi plaisant, je trouve ça déjà en soi, c'est une prouesse, parce que souvent, on parle de jeux qui est très adapté à jouer qui est très adapté à jouer clavier souris, la manette aussi, mais un peu moins bien. Là, les deux, toi, tu peux être d'accord avec moi pour dire que t'adores y jouer sur la manette. Oui, je pense. Moi, j'y joue sur Switch, comme je le disais tout à l'heure. Bah, moi, j'adore y jouer avec clavier souris, tu vois. Et je jouerais pas autre chose, tu vois. Et pour moi, c'est les deux forces des gameplays. C'est que le gameplay, bah, t'as l'impression de dasher partout, de faire plein de trucs. Mais t'as aussi l'impression que, et c'était aussi ce qu'on disait la dernière fois, mais peut-être un petit peu moins détaillé, mais quand tu te prends un coup, tu sais que c'est toi qui a fait quelque chose de mal, quoi.
Ouais. C'est pas le jeu qui t'a mis une claque derrière la tête en mode allez bouffe ça. Non, c'est bon. Si t'as utilisé un dash, mais en fait t'as trop cliqué, t'as utilisé 2 dash et hop t'as fini dans un piège et t'as pris un 5. Ouais. Bah c'est de ta faute en fait. C'est pas la faute du jeu d'avoir dit ah bah non, si t'appuies 150 fois comme un attardé sur ta souris, bah, tu vas finir dans les pièges. Non, c'est pas le jeu qui t'a dit ça. Le jeu il a dit tu dashes une seule fois, tu dashes une seule fois. Ouais, c'est assez punitif hein. Quand tu prends des dégâts. Rien que ça, tu vois. Rien que ça, tu vois. Déjà le fait que quand tu joues au jeu, c'est aussi une forme de ce roguelite là en particulier, c'est que je prenais un exemple un peu précis avec les pièges, mais c'est que c'est toi le problème plutôt que le jeu. Donc la rejouabilité, même si tu perds au début comme une espèce de giga débile, bah, c'est pas très grave parce qu'au final tu vas te dire ah ouais, mais là je sais pourquoi j'ai fait un truc de mal et donc du coup tu vas recommencer. En fait, il est addictif dans ce sens-là. Il est addictif dans l'élitisme. C'est-à-dire que tu vas vouloir être toujours meilleur, tu vas vouloir rajouter des trucs, rajouter des machins, te dire allez, là j'y vais, je me dis allez, premier boss, je me fais pas toucher. Hop, tu prends un coup, tu dis ça dégoûte. Et tu continues et tu run. Mais tu te dis tiens, allez, ouais, est-ce que je prends ça Est-ce que je suis bon au jeu Je suis mauvais si je prends le truc de Dionysos, bah je prends moins de dégâts. Enfin, il y a des effets qui font en sorte que si tu as un certain seuil de points de vie, tu prends pas beaucoup de dégâts. Bon, ça, on va peut-être pas détailler tous les trucs, mais en tout cas, il y a plusieurs styles de gameplay. Il y a plusieurs styles de gameplay à avoir. Tu peux donner un exemple si tu as envie, si tu penses que c'est intéressant, tu peux y aller, hein, on a le temps. Là, on a le temps, c'est ça qui est beau. Et ben, je vais prendre un exemple, par exemple, il y a dans ta chambre, dans le jeu, il y a un truc qui s'appelle le miroir de Nyx. C'est ça. Et le miroir de Nyx, c'est les trucs que tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure et faire en sorte que bah, tu fais tes runs, mais tu fais pas tes runs gratuitement non plus. Tu fais tes runs pour avoir une certaine ressource et cette ressource te permet de payer des pouvoirs dans ce miroir. Et te permet d'avoir des différents pouvoirs et débloquer des pouvoirs et les améliorer. Et tu as un pouvoir en particulier qui te dit eh ben tu fais, je crois que c'est 30 ou 40 ou 50% de dégâts en fonction des seuils que tu débloques. Ouais. Si tu as 80% de points de vie, si tu as plus de 80% de points de vie. Donc le jeu est carrément en train de te dire, bah si t'es bon, tu fais des dégâts de malade. Et donc du coup, bah, j'ai essayé sur pas mal de runs d'utiliser ça. Et bon, bah visiblement, je suis nul parce que j'ai essayé ce truc-là et je me suis fait littéralement dégommer parce que tu dis que tu prends tel et tel gameplay. Mais c'est super intéressant parce que t'as une dizaine, quinzaine de pouvoirs, mais au final, ça débloque un nombre de gameplay totalement différent parce que ils sont chacun différents et ils doivent être gérés de manière différente. Et puis tu peux choisir une alternative, c'est-à-dire que t'as des pouvoirs qui s'additionnent, qui t'améliorent les trucs, mais en plus pour chacun de ces pouvoirs, t'as une version alternative qui est souvent différente et qui va te pousser à jouer un petit peu différemment. Et bah en fait, j'aimerais bien essayer même sur des prochains runs. Bah là, on va parler d'un pouvoir en particulier. On a parlé du dash. Ouais. Mais il y a un pouvoir qui t'annule ton dash. Il fait en sorte que t'as pas d'autres dash. Genre t'en as qu'un seul et pas deux. Ouais. Mais t'en as un seul. Utilisé celui-là. Et ben je l'ai jamais utilisé, mais moi j'aimerais bien essayer parce que je pense pas qu'il soit nul non plus. Ouais. Parce que tous les pouvoirs sont pas. Mais pourquoi pas? En fait, ce que je me dis, c'est que pour revenir sur le gameplay, c'est que le gameplay, tu peux le jouer d'une manière totalement différente. Tu peux faire un run avec une arme et au final, bah t'auras tel et tel bienfait d'un dieu et au final tu vas jouer qu'avec un seul truc. Tu te dis, allez, je vais jouer Poséidon. Poséidon, ça fait des dégâts quand tu pousses. Donc je vais jouer qu'avec mes dashs et ça pousse et tu pousses partout et tu fais que des dashs de partout. Bah des fois tu vas pouvoir jouer avec un autre truc, tu vas pouvoir jouer sur un autre truc. En fait le gameplay il est quasi infini en fait. Ouais. Chacune des runs ne va jamais se ressembler quoi. Les combinaisons de bienfaits avec qui se mélangent aux armes et qui se mélangent au pouvoir du miroir de la nuit et qui se mélangent aux objets que tu peux acheter fait que les runs ne se ressemblent pas. À la fois, ce qui est fou, c'est que elles se ressemblent pas, mais tu peux quand même influencer. Enfin, si t'as quand même envie de jouer d'une certaine manière, tu peux. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un super équilibre entre si j'ai envie de jouer comme ça, je peux jouer comme ça, mais dans tous les cas, je devrais m'adapter au gameplay. Je devrais m'adapter à ce qui arrive sur le moment. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais revenir là-dessus. Tu disais qu'on peut influencer un certain gameplay. Et ben, on n'a peut-être pas parlé d'un truc, mais il y a une autre ressource qui s'appelle l'ambroisie. Oui. L'ambroisie, tu peux la donner aux personnages qui vont faire en sorte d'avoir des meilleures relations, mais tu peux aussi les donner aux dieux. Et les donner aux dieux vont débloquer la première fois que tu donnes... Ça, je l'ai jamais fait encore. De donner à un dieu.
j'ai pas pu. Mais vas-y, dis-moi. De donner de l'ambroisie aux dieux, ouais. Je parlais pas de l'ambroisie des dieux, je parlais, tu sais, de la petite Ah, fiole. le nectar. Le nectar, voilà, le nectar qui permet de débloquer au tout Salut début. Marty. Qui permet de débloquer au tout début les. Ah, il y a un écho. Y a-t-il un écho? Je crois que j'ai pas d'écho, moi. Normalement, c'est étonnant ce qu'on me dit là. Est-ce que les autres ont un écho? Dites-nous. C'est peut-être juste le fait qu'il y ait de la reverb dans ma pièce, parce que bah, c'est une grande pièce vide. Mais je vais rapprocher le micro. On va demander aux autres. Tu sais quoi, Laurent, continue ton explication pendant ce temps-là. Et puis, je vais continuer, ouais. Alors je disais que en fait, bon alors, il y a deux ressources, l'ambroisie et le nectar, et en fait, le nectar, c'est probablement la ressource que tu récupères le plus avec d'autres petites ressources à côté, et c'est ce qui te permet d'avancer dans le premier temps tes relations avec tes personnages, avec tes dieux. Et la première fois que tu le donnes aux dieux, tu vas recevoir un cadeau de leur part. Oui. Un cadeau des dieux, ils vont être en fonction de leur personnalité. Ce qu'ils appellent un souvenir dans le jeu. Un souvenir, c'est ça, c'est un keepsake en anglais. Et c'est d'ailleurs drôle parce qu'on parlait des personnalités des personnages et des charismes. C'est vrai que quand tu le donnes à Zeus, je prends un petit exemple, mais quand tu le donnes à Zeus il te dit tiens, prends cette petite babiole qui est au fond de mes placards, ça devrait probablement te faire plaisir, non? Chaque personnage a une phrase qui correspond vraiment à sa personnalité et tout. Ouais. Et qui correspond carrément à sa personnalité. Dionysos il te dit ah merci mon gros, ça fait super plaisir, tiens vas-y je te donne ça. Et c'est très rigolo. Et en fait tu disais pouvoir forcer un gameplay, bah, en fait là ça fait carrément forcer un gameplay, parce que si t'aimes les bienfaits d'un certain dieu, d'ailleurs rappelons-le pour dire, je trouve, pour ma part en tout cas, pas vraiment de meilleur dieu selon. Je trouve quand même qu'il y a des dieux peut-être plus forts que les autres, mais si tu pars dans un seul dieu et que tu prends tous les bienfaits de ce dieu, bah c'est super fort quoi, parce que tous les dieux ont des trucs pétés de toute façon. Tous les dieux ont des trucs pétés, donc si tu dis qu'il y a un dieu qui est moins bon que l'autre, c'est probablement que t'es pas forcément allé au bout de tous les bienfaits. Mais pour revenir sur ce truc où tu forces des gameplays, bah en fait les souvenirs du coup des dieux te permettent que le premier bienfait que tu drops de ta run, c'est un bienfait. Par exemple là maintenant, parce qu'on peut regarder sur la vidéo, hop, il commence une run et paf. Alors là c'est pas un bienfait pour le coup, c'est un marteau de Dédale qui permet de faire des améliorations sur les armes directement. Mais effectivement, en fait, par exemple, s'il avait pris le souvenir de Zeus, et ben le premier bienfait, paf, ce serait un bienfait de Zeus, donc on peut influencer un petit peu ce qui va nous arriver. D'autant plus qu'en général, un bienfait, enfin comment dire, un dieu qu'on rencontre une fois, on le rencontre plusieurs fois dans la même run. J'ai pas la preuve de ce truc-là, mais en général, par exemple, si t'as le bienfait d'Aphrodite au début, et ben dans les salles d'après, il y aura probablement du bienfait d'Aphrodite et la possibilité de construire sur les bienfaits que t'as déjà, en fait. Excuse-moi Laurent, je t'en prie. Tu peux continuer. Non mais t'inquiète. Mais t'as totalement raison de dire ça, parce que ouais, au final, tu peux... quand on pense en fait au final à tout ce qui est possible, parce que là on en parle, mais les marteaux de Dédale. Les marteaux de Dédale, en fonction de tes armes, si on parle du nombre de gameplays différents, je sais pas combien il y a de marteaux de Dédale différents pour chaque arme, mais alors t'en as droit qu'à 2 par run, t'as droit qu'à 2 marteaux de Dédale, mais chaque marteau de Dédale change fondamentalement le gameplay de ton arme. Et donc probablement aussi le build que tu vas faire et le truc que tu vas faire autour. Et c'est assez impressionnant de se dire que t'as tous les souvenirs des dieux, qui au final, si tu pars sur un souvenir, ça influence ton gameplay. T'as le miroir de Nyx, qui fait que en fonction de tel et tel pouvoir, t'es plus ou moins fort, et t'es plus ou moins fort dans tel et tel build. T'as 6 armes différentes, et t'as probablement 10 ou 15 dédales différents pour chaque arme. Ouais. 12 je crois. C'est 12, et t'as 8 dieux différents, chacun ils ont des pouvoirs absolument pétés. Chacun même peuvent se combiner entre eux. Tu peux avoir un bienfait duo, c'est-à-dire que t'as les bienfaits d'un seul dieu, mais si t'arrives à débloquer par exemple un bienfait de Poséidon particulier, un bienfait de Zeus, bah tu vas débloquer le duo bienfait de Zeus et Poséidon ensemble, et là c'est totalement pété, et là ta run prend un tout autre aspect, et tu peux avoir plusieurs bienfaits de duo et tout ça. Enfin,
C'est impressionnant en fait le nombre de gameplay différents. Parce qu'on parlait de la dynamique du gameplay, mais je crois que la dernière fois on parlait que c'était peut-être pas très stratégique parce que tu savais peut-être pas trop dans quoi tu allais, donc en fait tu essayais de prendre en fonction de ton build. Il y a une part d'improvisation. Il y a une part d'improvisation, mais je trouve que tu peux assez facilement forcer un gameplay et t'en sortir très très bien en jouant avec un certain playstyle, tu vois. Il y aura toujours une part d'improvisation dedans, mais ouais, c'est super bien foutu. Et qu'est-ce que je voulais dire ça a été super bien pensé, quoi. Ça a été super bien pensé, et il y a une infinité de trucs. En fait, il y aura toujours une part d'improvisation, et c'est ça qui te pousse à être au bord du truc. Tu sais que j'ai vu une run sur le net, où en fait le gars, il réussit à avoir un truc qui s'appelle Vengeance, ou Sort de Vengeance, je sais plus, qui est un duo entre Ares et je sais plus qui. Et en gros, Sort de Vengeance, ça fait que certains des effets de tes dieux, au lieu de s'appliquer sur tes attaques, ils s'appliquent sur ton adversaire quand il te fait subir des dégâts. Et du coup, avec ça et avec plein d'autres trucs qu'il a, ce qu'il réussit à faire, c'est qu'en fait, il bat le grand boss, mais sans attaquer lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il attend... Les dégâts. Et c'est ça, il renvoie les dégâts. En fait, il lâche la manette. Une fois qu'il arrive contre le boss final, il lâche la manette, et il attend que le boss le tape, lui, et le boss meurt tout seul, sur ces 2 phases. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais... Alors, je comprends, mais j'avoue qu'à... Tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Ah oui, à quel moment il prend des dégâts, en fait ? Mais lui, il a 400 HP, déjà. En fait, il a fini le jeu une bonne centaine de fois, donc il doit avoir un miroir de la nuit très très bien boosté. Et en fait, il a le truc Sort de Vengeance, et à chaque fois qu'il prend des coups, il applique Affaibli, ce qui fait que son adversaire met moins de dégâts. Il applique du poison, il applique la malédiction, qui fait que ça fait des dégâts au fur et à mesure du temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Juste, c'est-à-dire quand il rentre dans la salle du boss, il lâche la manette, et il ne la retouchera pas jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est ouf en vrai. Ok. Et il doit probablement aussi avoir une amélioration de Dionysos, qui fait que c'est ça, je pense. Tu prends moins de dégâts. Peut-être, mais si tu veux, le pire c'est qu'il utilise... en fait, il y a un truc qui s'appelle le refus de la mort, qui fait que tu récupères une grosse partie de tes HP quand tu meurs. C'est un truc vraiment important dans le jeu. Lui, il en utilise qu'un ou 2, quoi. C'est-à-dire qu'il est loin de perdre en plus, quoi, quand il fait ça. Enfin, je vous invite, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, je vous invite à chercher ça sur YouTube, vous la trouverez assez facilement. Voilà, donc il lâche la manette pendant le boss final, et il l'éclate, quoi. Donc ça, c'est assez incroyable. Pour dire, toutes les possibilités du jeu, quoi. Et maintenant, attends, parce qu'on vient de parler depuis pas mal de temps, on vient de parler du boss final. Mais est-ce qu'on pourrait pas, sans rentrer dans les spoilers de l'histoire qui avance au moment où on finit le jeu, est-ce qu'on pourrait pas parler du mode de difficulté qui se débloque une fois que t'as fini le jeu ? On peut parler du pacte de châtiment, le pacte des châtiments en français, dans la version française, parce que toi je sais que tu y as joué dans la version originale anglaise. Sachant que les doublages sont uniquement en anglais, hein. Ouais. Donc le pacte des châtiments, est-ce que tu veux le définir ? Est-ce que tu veux le décrire ? Eh ben, avec plaisir. En gros, ce qui se passe, c'est que une fois que tu finis le jeu pour la première fois, y a une discussion qui se fait avec en fait, ton personnage. Plus il va finir le jeu, plus il va être apte à pouvoir rester en dehors du monde. Enfin, c'est un peu comme ça en gros que ça se passe. C'est que tu reviens dans la maison d'Hadès, et tu te dis, ah ouais, là je suis mort plus ou moins de manière naturelle, parce qu'il est mort, parce qu'il est resté trop longtemps dans le monde extérieur. Et en fait, il doit refaire à chaque fois le plus de fois possible. Tout ça pour dire qu'en gros, même quand on a réussi, on doit recommencer. Même quand on doit réussir, on doit recommencer, et pour avancer même encore plus, tu dois avancer en augmentant un truc. Et donc là, on peut parler des packs des châtiments. Le niveau de chaleur, en fait, c'est que tu vas pouvoir, au moment du début de la run, alors je sais pas si on va peut-être pas parler de l'histoire de comment tu débloques le
le liste des châtiments, parce que c'est une petite discussion avec Hades qui se fait où il dit tiens, tu restes encore un gamin et donc hop, t'es en train de le faire quoi. Donc je suis en train de le faire. Bon, voilà, bref. Non, en gros, dis juste ce que c'est le pacte des châtiments, pas la peine de dire comment tu l'obtiens, mais en gros tu l'obtiens une fois que tu réussis à battre le boss pour la première fois. C'est ça, en gros tu bats le boss pour la première fois, tu veux refaire ta run, et en fait maintenant, quand tu veux refaire ta run, t'as ce qui s'appelle un niveau de chaleur, et en fait tu choisis des châtiments, et les châtiments c'est des boosts, des boosts négatifs pour les ennemis. Donc ça peut être les ennemis se déplacent plus vite, il y en a plus, ils font plus mal, quand tu prends des dégâts t'en prends beaucoup plus, tu n'obtiens plus d'or en sortant ou t'obtiens moins d'or en sortant d'une pièce. Ça peut être des nouvelles attaques aussi. Ça peut être des nouvelles attaques. Alors, des nouvelles attaques des monstres, des méchants, je veux dire. Des boss même, non? Il y a les deux. Il y a les avantages sociaux qui fait que quasiment tous les monstres ont des nouveaux patterns, des trucs différents. Ils peuvent se téléporter, ils peuvent te faire des trucs, ils peuvent te faire machin. Et il y a aussi des variantes, un truc qui débloque des variantes de boss qui sont plus fortes. Donc c'est sûr que c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste oh on rajoute des HP par-ci, oh on rajoute de la vitesse de déplacement par là. Ça va un peu plus loin que ça. C'est pas la difficulté facile qu'on peut avoir dans certains jeux, souvent dans certains jeux de Bethesda, qui est tu mets en difficulté légendaire ou tu mets en difficulté normale, c'est plus de dégâts et les ennemis, bah en fait c'est des tanks à HP quoi. Non, là c'est réellement de la difficulté de gameplay en plus qui vient s'ajouter déjà alors pour moi en tout cas, à un jeu qui est déjà très dur dans sa version même sans chaleur, tu vois. Et alors, apparemment, c'était, petite parenthèse, mais un des bienfaits, un des châtiments les plus durs, ça serait, j'ai pas testé moi personnellement, mais ça serait la vitesse de déplacement des ennemis. Ouais, c'est très dur. J'ai testé plusieurs fois. C'est compliqué, mais il faut dire que ça te rajoute plusieurs... Et juste un truc pour dire, parce que effectivement c'est difficile, mais ce qu'il faut dire c'est que certes tu te rends le jeu plus dur, mais tu pourrais dire mais pourquoi je me rendrais le jeu plus dur, moi je m'en fous. Et en fait ça te permet de pouvoir obtenir des nouvelles récompenses, de pouvoir redébloquer des récompenses que tu avais déjà débloquées. Donc effectivement t'es encouragé à chaque fois que tu fais une run à augmenter légèrement la difficulté au fur et à mesure, et à voir jusqu'où tu peux aller, et après t'as aussi... sans dire ce que c'est, tu as des récompenses à certains niveaux de chaleur, et ça peut monter très loin. On peut te demander de faire une chaleur à 20 par exemple. C'est un truc qu'on va te demander dans le jeu. Moi mon record est à 8 pour l'instant, mais j'ai pas forcément essayé de pousser le plus possible la chaleur que je pouvais faire. Mais voilà, effectivement, pour dire que il y a une rejouabilité folle. Là je suis à 50 heures de jeu, donc j'ai fait... T'es qu'au niveau 8 quoi. Je suis qu'au niveau 8 de chaleur. Donc après effectivement d'un point de vue de ce que le scénario principal me propose, j'ai l'impression que j'ai tout eu. Mais par contre effectivement il reste encore plein de dialogues annexes avec tous les personnages. J'ai pas du tout l'impression que les personnages se répètent encore. Les personnages disent des nouvelles phrases à chaque fois. Et au bout de 50 heures de jeu sur un jeu indépendant, je trouve que c'est vraiment hyper impressionnant. Holo qui m'informe que la chaleur monte jusqu'à plus de 40. Alors ça va jusqu'à 69, j'ai essayé. Jusqu'à 69, très bon chiffre, ça s'arrête au bon endroit. 69, bien nice. Évidemment que j'étais obligé de faire cette blague. Enfin, cette blague bien voilà. Absolument pas lourde. Ce qui paraît, leur prochain jeu, la difficulté s'arrêtera à 420. Ça s'arrêtera à 420, exactement. C'est des blague absolument pas lourde, comme les huîtres. Voilà. Petite blague bien sympathique. Pas mal du tout. Mais ouais, je me demande vraiment ce que je pense qu'une fois, juste pour une petite run pour déconner, je vais essayer de monter à 69 et de faire une run, et je pense que je vais me faire allumer sur la première fight. Ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Mais parce que 69, du coup... Ouais, parce qu'en fait, il y a tout qui est boosté à fond, donc ça veut dire que ta vie... Par exemple, les dégâts, ils vont être boostés de 200% des ennemis, donc n'importe quel ennemi peut quasiment te one-shot. Je sais même pas si 69 a déjà été fait par quelqu'un, en fait. Ça se trouve, non, tu vois. Alors sur le stream de Mister MV, si des gens avaient suivi pendant le Z-Event, il avait un défi qui était d'aller jusqu'à la chaleur 32. Ouais, et déjà c'était vénère.
Et déjà, Chaleur 32 avec lui, sachant qu'on sait qu'il est relativement fort dans ce genre de jeu, dans ce genre de jeu, il est assez fast learner. Il est speedrunner et tout ça dans plein de jeux. jeux. Il est assez fast learner. Et ben, je que si lui doit monter à 32, qu'est-ce que c'est au 69 quoi. Non, mais ça doit être quelque chose. Ça doit être assez drôle. Et est-ce que je peux me permettre de changer un petit peu de sujet? Je vais te parler d'un truc assez incroyable qui entoure un petit peu Hades. En fait, il y a une série de documentaires sur la chaîne YouTube NoClip. NoClip, c'est une chaîne YouTube qui fait beaucoup de documentaires sur le développement des jeux. Si vous êtes intéressé par les studios de vos jeux préférés et par comment tout ça a été créé, voilà, il y en a sur The Outer Worlds, il y en a sur Pyre, il y en a sur plein d'autres jeux, là j'ai pas tout en tête. Et ils ont fait une série de 5 documentaires de 40 minutes chacun sur Supergiant Games. Et vraiment, si Hades ça vous... Enfin, je veux dire sur Hades précisément. Et si ça vous... Et en fait, on voit... Il retrace un petit peu le développement du jeu lors de son accès anticipé, la sortie sur Steam, la sortie sur l'Epic Game Store et tout ça. Enfin, vraiment, c'est vraiment hyper intéressant cette série de documentaires sur NoClip. Je vous la conseille énormément. Et par exemple, ils expliquent qu'en fait, toutes les semaines, il y a une après-midi pendant laquelle tout le staff de Supergiant Games ne fait que jouer au jeu pour le tester, tu vois. Quel que soit ton rôle dans l'équipe de Supergiant Games, bah là t'arrêtes de bosser en fait, parce que là il faut jouer au jeu pour comprendre. Et ensuite ils se font des retours là-dessus, tu vois, ils faisaient aussi leur playtest comme ça. Enfin voilà, c'est hyper intéressant de voir comment Darren Korb il fait sa musique, c'est intéressant de voir leur studio, c'est intéressant de voir comment ils ont géré la période du Covid-19, ils se sont fait cambrioler et tout pendant le Covid-19 alors qu'ils étaient en train de travailler à la maison, comment ils ont fait pour la sortie Switch, enfin c'est vraiment un truc hyper honnête, hyper sincère, où en fait la caméra est là vraiment pendant le temps de travail, pendant les réunions, t'as vraiment le sentiment d'être là avec eux et de comprendre vraiment leur processus de travail. Et donc voilà, sur NoClip, vous savez quoi, je vais vous trouver le lien sur YouTube du premier, parce que vraiment si vous avez joué à Hades, je vous le conseille. Et là, d'accord, bon bah Supergiant Games qui sort une nouvelle vidéo avec Ashley Barrett qui est la chanteuse des morceaux, parce qu'il y a des morceaux avec de la voix féminine aussi. Alors attends, je vais te retrouver ça. Voilà, je l'ai. Et pendant ce temps-là, juste pour le petite anecdote, apparemment le plus gros run qui aurait été accompli, c'est 57 de niveau 57. De chaleur. Ah oui, donc le maximum n'a pas été vaincu, c'est excellent. Ils ont vraiment pensé à du contenu very late game, quoi. Il y a des mecs, ils ont 300 heures de jeu, 400 heures de jeu, ils ont pas fini, quoi. Ils ont encore des choses à faire. Et ça, pour un jeu AD, c'est vraiment exceptionnel. Alors, je vous mets ça, le documentaire de NoClip, dans le chat Twitch. Voilà, je spam un petit peu pour être sûr que vous puissiez le voir. Donc, vraiment cool ce documentaire. Laurent, est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, là, dont tu voudrais parler? Dis-moi. Bah écoute, je réfléchis là comme ça. Ouais, on peut peut-être parler vite fait de... Ouais, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un petit peu... On est bien, on a quand même 1h13. On est pas mal à... Pardon. On a 1h13 là-dessus. 1h13 de stream, franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Sur les... Ouais, non, en fait, peut-être au niveau des relations, parce que... Ah oui, voilà, peut-être un petit détail à débloquer et à dire, c'est que les relations avec tes personnages, alors sans spoiler, mais en fait, tu veux devoir faire... Avec le nectar, tu peux avancer dans la relation qu'à un certain niveau. Oui. Au bout d'un certain moment, il va y avoir un petit cadenas, qui veut dire que la relation est verrouillée. Bon, je dis pas ce qu'il faut faire pour débloquer parce que ce serait totalement spoil le jeu, mais une fois que tu débloques cette relation avec la personne, bah, tu débloques une relation rapprochée avec la personne et en fait tu débloques un nouvel artefact. Et je sais pas si tu as utilisé ces petits artefacts. Oui. Et c'est des artefacts complètement cheatés qui. Je trouve pas ça si cheaté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change un petit peu la dynamique du jeu et ça rajoute. Ça change un peu. Moi, j'ai pas trouvé ça cheaté, mais je trouve ça bien et intéressant, quoi. Alors,
je pensais pas cheater, dans le sens où c'est vrai qu'au tout début, avant que j'ai vraiment essayé jusqu'au... parce qu'on va peut-être calmer les ardeurs des gens qui nous écoutent et qui y jouent, mais le truc très fort dont on parle n'est pas utilisable sur le boss de fin. Donc c'est peut-être le truc qui, moi, quand j'étais en mode, j'étais en train de me dire, mais attends, mais en fait le boss de fin est beaucoup trop facile si on a ce truc là. Ouais. En fait non, c'est pas utilisable dessus, donc j'étais en mode non, zut. Mais si. Ouais. Ben j'ai pas pu l'utiliser dessus, il me disait que c'était pas disponible. En fait c'est parce que je crois que t'as que un nombre limité par évasion, c'est pas par étage. C'est peut-être pour ça, peut-être que tu utilisais tout avant d'arriver. Mais normalement, tu peux l'utiliser contre... Corrigez-moi hein, dans le chat, mais tu peux utiliser tes invocations contre Hades. Hein. Parce que moi, justement, ce qui m'avait dit, c'était que j'en avais en fait... tu peux acheter des trucs sur des petits... en fait, pendant ton run, à des endroits un peu aléatoires, disons, tu vas avoir dans la salle... Une fois que tu auras tué tous les monstres dans la salle, tu vas pouvoir avoir accès à un petit chaudron qui, en général, coûte pas très cher. Oui. Et c'est des petits objets qui vont être disponibles que pour pas très longtemps. C'est les objets de Charon. Et ces objets de Charon, et ben t'en as un qui te rajoute une utilisation de ton invocation. Oui. Et j'en avais 5 et je me disais mais si j'en ai 5, c'est n'importe quoi sur le boss de fin. D'accord. Et on peut pas l'utiliser. D'accord. Bah écoute, franchement, je crois que j'avais jamais pensé à tester. Bah écoute. Et bah voilà. Ma faute. En fait, ta prochaine run, tu sais quoi, garde-la jusqu'au dernier boss. Non, mais je ferai ça. Mais en fait, à chaque fois, j'oublie d'utiliser dans le dernier boss. Je pense que ça doit être ça qui doit m'arriver. Parce que je me dis, je vais pas l'utiliser maintenant. Non, mais j'oublie de l'utiliser en fait, parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est my bad. Enfin, des fois, je l'utilise quand je suis en galère contre d'autres boss avant ou dans d'autres salles. Pardon, il va falloir qu'on arrête parce qu'on a trop mal à la gorge. Mais ouais, non, je pense jamais à l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est cool et que ça change la dynamique du jeu sans être complètement craqué non plus. Et surtout, ce que ça rajoute, la relation rapprochée, c'est des dialogues qui sont d'autant plus croustillants. Honnêtement, moi j'attends vraiment... Oui, pardon, vas-y. Non, bah c'était... En fait, je t'ai coupé parce que... Je t'ai coupé, vas-y, continue. Bah non, mais pour dire que, ouais, les dialogues qui viennent lors des fins de relations, enfin lors des relations les plus rapprochées, ils sont excellents et t'as envie de tous les avoir parce qu'ils sont vraiment croustillants et en plus les doubleurs sont excellents, la qualité d'écriture, Holo voulait qu'on en reparle. Holo voulait qu'on en reparle et d'ailleurs il nous dit que les invocations ne sont utilisables qu'une seule fois par salle et qui sont bien utilisables contre le boss final. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est que ces dialogues-là, ils sont hyper croustillants et extrêmement bien écrits. Il y a vraiment une qualité d'écriture exceptionnelle dans Hades et une direction des acteurs qui est parfaite, qui fait que ça marche, totalement et que c'est vraiment kiffant. Voilà. Eh bien, ma foi sur ce, je pense qu'on a dit le principal. Et petite pensée à Tom qui était pas avec nous ce soir. Et qui, certes, nous a mis un message sur la conversation pour dire « Oh non, encore du Hades, s'il vous plaît, arrêtez, j'ai jamais entendu parler autant d'un jeu. » Voilà, c'est un enfant. C'est Tom, mais voilà. On a quand même parlé beaucoup du jeu. Est-ce qu'on peut se dire que maintenant, dans les small talk, on va se calmer un petit peu avec Hades ? Ah oui, non, mais là, c'est bon. Hades, je pense que là, on s'est exorcisé de parler d'Hades. Moi, je sais déjà à peu près de quoi je voudrais parler dans le prochain small talk qu'on fera en distanciel du coup, qu'on pourra pas faire en présentiel mais qu'on fera quand même parce qu'après tout là ce setup là qu'on a ça marche quand même assez bien franchement. Bah écoute, si tout le monde nous a bien entendu, j'espère que j'ai pas eu de coupure à un moment de connexion. De toute façon, t'as eu vraiment 2-3 petits moments mais franchement on comprenait tes phrases donc tout va bien. Ok, bah écoute, nickel. Mais ouais, en tout cas vraiment achetez le jeu. N'ayez pas peur. Voilà. Ouais, d'ailleurs, en plus, en ce moment, il est à moins 20%. Je sais pas pourquoi ils ont fait une promo d'Halloween. Ok, bah, s'ils veulent. Mais en tout cas, ouais, promotion de 20%, à la fois sur Steam, sur l'Epic Game Store et sur la Switch. Donc, en plus, c'est vraiment le bon moment. Pour en profiter. Donc, voilà, si vous n'avez pas joué à Hades, allez-y, foncez. C'est vraiment excellent. Et même si vous n'êtes pas un joueur de roguelite, même si vous n'êtes pas dans ce délire-là, moi, je vous conseille d'essayer quand même parce que c'est un jeu qui nous prend dès la première seconde, selon moi.
Bah, dis-toi que toi qui n'es pas joueur de roguelite, t'as quand même accroché comme si c'était un de tes jeux principaux du moment. Ah mais c'est mon jeu de l'année pour l'instant. C'est mon jeu de l'année, alors que j'ai fait quelques bons jeux quand même si j'ai pas trop... Enfin voilà, j'ai fait des très bons jeux cette année, même si c'est pas tous des jeux de 2020, et franchement, non, pour l'instant c'est Hades mon jeu préféré. Alors on remercie Nitpick, hein, qui est un youtubeur qui nous permet d'utiliser ses vidéos, parce que j'ai pas de carte de capture maintenant, mais cela dit, je pense que je vais en acheter une, hein, parce que là le stream ça marchait plutôt bien, donc je pense que je vais m'acheter une carte de capture en fait, et puis jouer aux jeux vidéo en live. Ça marche. On peut totalement. Peut-être même faire une petite soirée, un petit peu détente, un petit Scribble.io, un petit GeoGuessr. Pourquoi pas? Franchement, cool. Il faut qu'on voit ça. Et ben en tout cas, je vais remercier merci les personnes qui étaient là dans le chat et qui ont regardé avec nous. Merci beaucoup à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et on espère vous revoir bientôt. Et merci pour les interactions dans le chat aussi, c'était très cool, même s'il y avait pas... Il y avait peut-être un peu moins de monde que la normale, mais c'est normal, on a peut-être un peu moins... et puis c'est un concept totalement différent, hein. Là c'est vraiment parler uniquement d'Hades, donc c'est sûr que c'est un petit peu différent. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, et je vous dis à bientôt. Suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur YouTube, et tout ça. D'ailleurs on va très rapidement rattraper notre retard sur les rediffusions YouTube, vous allez pouvoir récupérer tout ça, et puis on vous dit à bientôt sur twitch.tv/le_smalltalk. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, à bientôt.